Vous avez vu mon nouveau t-shirt? Non, t'as la saucisse, c'est ça? Saucisse purée. Et j'ai réfléchi à un truc, Stéphanie. C'est si jamais un jour je rentre en France, Silicon Carnet s'appellera Silicon Purée. C'est un resto où je vais régulièrement à Paris qui s'appelle Bilili, 136 rue du Faubourg Poissonnière, dont je fais la publicité, qui est formidable et j'y étais cette semaine et ils ont lancé ces t-shirts saucisse purée. J'ai pas pu partir sans mon t-shirt saucisse purée, bien évidemment. J'ai rien compris. Hola hola amigos, c'est bienvenue dans Silicon Carnet. Je suis toujours dans ma chambre d'ado à Limoges et cette semaine dans Silicon Carnet, j'ai à mes côtés my favorite bitch, Stéphanie Tramichek. C'est comme ça que je t'appelle maintenant. Ah j'adore. Ouais. C'est toi qui me l'as dit. Hein. C'est toi qui m'as dit. C'est moi. The bitch is back. Tu m'as dit the bitch is back, donc maintenant je dis my favorite bitch. Et on a un special guest, Liam Bougard. Hein, je l'ai bien dit parce que les Français t'appellent Liam. C'est complètement ridicule. Et moi, je sais t'appeler Liam parce que je suis un fan des Gallagher et de Oasis. Liam, qui était le cofondateur de Rude Baguette, vous en souvenez certainement. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein de monde qui te demandait quand est-ce que tu recrées Rude Baguette, mais il est occupé à autre chose en ce moment. Il est à San Francisco et il lance une start-up dans le domaine de l'AI. Il va nous en parler, ça s'appelle Waypoint.ai. Et Liam, on est super content de t'avoir avec nous dans Silicon Carnet. Content d'y être. Je suis obligé de vous le dire, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Silicon Carnet, c'est super important, on a besoin de vous pour nous faire monter dans les rankings. Donc allez sur la chaîne YouTube, appuyez sur le bouton abonnez-vous. Je voulais vous dire aussi que on prépare notre émission spéciale, notre hors-série spéciale qui aura lieu à Paris les 3 et 4 juillet. On enregistre 6 émissions en public. Si vous faites partie de la Hacienda, vous pouvez y participer et venir assister aux émissions, mais aussi venir poser des questions directement aux invités et prendre ma place dans Silicon Carnet. Et si vous voulez sponsoriser ces émissions, on est en train de chercher des partenaires pour cette émission, donc n'hésitez pas à le faire. On a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser cette émission et vous pouvez aussi vous participer et avoir votre marque présente dans Silicon Carnet. Moi, mon rêve d'ailleurs, Stéphanie, tu sais ce que c'est la marque que j'adorerais avoir dans Silicon Carnet? Je lance un message là, à ton avis. Un vendeur de saucisses? Ça, tu dis ça parce que t'as vu mon nouveau t-shirt. Non, j'adorerais avoir Tabasco. Comme sponsor, oui. Ça serait génial dans Silicon Carnet. Message à Tabasco. Si vous nous écoutez, venez sponsoriser Silicon Carnet. On adorerait vous avoir dans cette émission. On voulait faire un énorme bisou à Camille, qui, vous le savez, peut-être qu'elle vous manque, mais Camille, elle était enceinte et elle a finalement accouché. Ça y est. Lilibeth est arrivée et on voulait lui dédier avec Stéphanie cette émission à Lilibeth et à Camille qu'on embrasse très très fort et que vous allez retrouver bien évidemment dans Silicon Carnet très très vite. Elle est très impatiente elle-même de revenir. Cette semaine dans Silicon Carnet, on va analyser de plus près la relation entre OpenAI et Microsoft, car il semblerait qu'il y ait de l'eau dans le gaz entre OpenAI et Microsoft. D'un côté, OpenAI poursuit sa route vers la General Intelligence et annonce un partenariat avec Apple. On en a parlé la semaine dernière. Si vous n'avez pas regardé l'émission, je vous mets le lien ici et allez jeter un coup d'œil à l'émission de la semaine dernière. De l'autre, Microsoft cherche à rentabiliser son investissement dans l'intelligence artificielle côté business. On va aussi parler d'Elon Musk. Les actionnaires de Tesla ont voté pour le bonus de 46 milliards de dollars à Elon Musk qu'ils avaient promis en 2018. On se rappelle qu'un juge du Delaware avait annulé cette décision du board au moment du versement de ce bonus en février dernier. Cet épisode en dit beaucoup en fait sur la nature des relations entre le pouvoir et aussi entre les démocrates, les républicains. Ça va être très intéressant, Liam, toi qui es américain, tu vas pouvoir nous dire, parce que quand j'en parle aux Français, ils se disent ouais mais on s'en fout, mais en fait c'est vachement intéressant
de regarder cet épisode-là et de regarder la place que prend l'État et notamment la justice. Il y a la même chose avec Trump. Trump dit la même chose en disant que Biden a mis l'appareil de la justice dans son chemin, qu'en fait, Musk a exactement le même argument et ça, c'est très intéressant à regarder d'un point de vue de la société américaine. Mais avant cela, je vous propose de rester en France et je profite de ta présence avec nous, Liam, parce que tu as réagi sur LinkedIn, je le montre là, sur l'annonce du rachat de BeReal qui s'est faite il y a quelques jours, rachat par Voodoo. Et donc, je vous propose de commencer par parler de cette nouvelle, puisque BeReal vient d'être acheté par Voodoo pour 500 millions de dollars. Par contre, moi, je voulais passer une gueulante avant tout ça. Ah bon? C'est que la semaine dernière, vous avez parlé élections et Apple, mais vous étiez que des fanboys Apple. Vous oubliez que 69% en Europe de part de marché, c'est Android, et que l'iOS 18 ne fait qu'un catch-up de toutes les fonctionnalités qui sont déjà sur Android. Vous n'en avez pas parlé. On s'en fout des features. Non, on s'en fout pas. Mais on s'en fout des features. Nous, on parle de produits. Android n'est pas un produit. Android est un super produit. Est-ce que tu utilises Pixel 8? L'intégration avec c'est un super produit. En Europe, 69%? 69%, c'est Android. Samsung, LG, en Europe. C'est énorme. J'ai pas regardé pour la France. Ça doit être pareil. Oui, bon, c'est bien évidemment que je suis fanboy. Mais en plus, j'avais un mec de Google dans l'émission, donc c'était à lui de le dire. Oui, mais ça, bon, ça, on l'a dit à un moment. Mais même lui était fan d'Apple. J'ai l'impression que lui aussi était fan d'Apple. Mais l'autre point qui m'a énervé le plus, c'est que au début, vous parlez des élections. Vous parlez en fait que le peuple, finalement, le peuple français nous, on parle à la place du est peuple. Contre la tech. Bah oui, est contre la tech. Mais à la fin, t'as Angie qui dit, ah bah oui, j'ai deux iOS de retard, 2 iPhones de retard, je vais m'upgrader et tout le monde va s'upgrader à $1,500. Tu crois que tout le monde peut se payer un iPhone pour avoir accès à la nouvelle technologie? Non, vous l'avez pas dit. Mais nous, on l'a dit qu'on est des enfants gâtés. L'élitisme de la tech, oui, mais non, je suis pas sûr que tu l'aies dit. Surtout qu'il y avait une petite étoile, une petite astérix où ça disait Apple Intelligence sera disponible à partir de l'iPhone 15. Tu vois, moi, je suis deux versions en dessous. Ça faisait un moment que je me disais bon, ouais, je vais upgrade pour avoir un 4e appareil photo. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, c'est des features annexes. Maintenant, je vois ce qu'on peut faire avec l'IA embarquée. No brainer. Clairement, je vais l'acheter. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ça y est, let's go, j'achète, je change. Ouais. Je voulais pas changer, mais comme les toi, stocks, les investisseurs, ils adorent ça. Moi, je fais souvent la comparaison entre Apple et LVMH. Oui, exactement. Tu demandes à LVMH de filer des sacs à main à tout le monde, toi? Ouais, je pense pas que ça soit l'obligation d'Apple de contribuer à l'amélioration de l'écosystème au-delà de ce qu'ils font déjà. Il y a un divide, en fait, qui est en train de se créer dans la tech, de plus en plus fort. Il a toujours été là, le divide. Il a été là toujours depuis... été là, bien sûr, sur les bagnoles. On parle de quelle époque où on va dire qu'il n'y avait pas une divide, ne serait-ce que dans l'innovation? Ça a toujours été là. Mais il faut que quelqu'un pousse le plafond, il faut que d'autres, et pas la même personne, soulèvent le sol. J'aime bien ce que tu dis, Liam, où tu dis en fait qu'il y a un plafond et un plancher. Et il faut pousser le plafond et il faut élever le plancher. Et que tout le monde... Mais il y aura toujours un gap entre le plancher et le plafond. D'ailleurs, Apple dit un truc très intéressant quand tu dis toutes ces features existaient avant sur Android. Bah oui, mais Apple te répond, mais nous, on n'est pas là pour être les premiers. On est là pour être les meilleurs. On n'est pas là pour être les premiers. Quand Android est sorti ça, il y a 5 ans, etc., ça a été tout l'argumentaire. Je l'ai lu aussi, t'as raison. Tout le monde dit, mais nous, ça fait longtemps qu'on l'a. Ouais, mais c'est pas le boulot d'Apple. Le boulot d'Apple, c'est pas d'être premier. Le boulot d'Apple, c'est d'être meilleur. Et l'intégration qu'ils font, elle est meilleure, quoi, en fait. Mais pour des raisons qu'on peut contester parce qu'ils maîtrisent tellement leur écosystème et qu'ils le ferment, et ça je suis d'accord avec toi, que c'est facile d'être meilleur quand tu maîtrises ton environnement, et c'est ce que disait Vincent de Google la semaine dernière dans l'épisode, il disait, nous on peut pas le faire, parce qu'on a un environnement ultra hétérogène, entre Xiaomi, Pixel, Samsung, machin, nanana, on peut malheureusement pas le faire, et on perd contre Apple. Et c'est ce qui fait que tous les nouveaux boîtes mobiles d'aujourd'hui, pour faire le pont plus tard avec BeReal, les gens qui kiffent vraiment faire, surtout le consumer, mais B2B aussi,
où est-ce qu'ils commencent à chaque fois? Ils dev sur iOS. Bien sûr. Pourquoi? Parce que le plateforme sur lesquelles tu dev est ultra puissant. Il est Photoroom, Stupaflix par avant, Mojo, tous ces startups françaises qui ont commencé, ils ont commencé sur iOS. Go yourself. Donc, comme je le disais, l'éditeur français de jeux vidéo sur mobile Voodoo a annoncé mardi 11 juin, on enregistre cette émission, on est le 20 juin, l'acquisition de l'application BeReal. C'est, je sais pas, moi j'utilisais pas BeReal, mais comment est-ce qu'on pourrait résumer ce qu'était BeReal, Liam? Ce qu'est toujours d'ailleurs BeReal. Oui. BeReal, c'est une application mobile où une fois par jour, on reçoit une notification et on a quelques minutes pour se préparer pour prendre son BeReal. Un BeReal, c'est un peu comme Frontback de l'époque. Ouais, c'est une photo instantanée, quoi. Une photo instantanée qui prend les deux caméras en même temps. Et en fait, si tu ne la fais pas dans l'instant même, peu importe où t'es, bah c'est marqué sur l'application que tu l'as fait après coup. Donc il y a un mauvais élève, quoi. Voilà. En fait, c'est ça. Et du coup, c'est un appli qui a pris une certaine vigueur au fur et à mesure. Jean de la Roche-Brochard a raconté dans son Substack comment tous les enfants des Évieniels tout d'un coup l'utilisaient, mais aussi ça a pris un sorte de hype quand il y avait un sketch SNL Saturday Night Live il y a quelques années titré BeReal sur le fantasy de BeReal qui termine avec BeReal, télécharge-le avant que ça soit plus cool. Donc c'était vraiment peak hype. Ouais. Donc voilà, et l'application s'est fait racheter par un acteur des jeux vidéo casual Voodoo qui est présent dans un acteur français, et ça c'est vachement important parce que c'est un Français qui vient de racheter un autre Français. Tu vas nous en parler parce que c'est fait partie d'une des choses qu'il faut saluer, j'allais en dire, oui, et souligner, pas simplement souligner parce que ça n'arrive jamais. Mais alors pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était plus hype BeReal pour que ça se vende? Je pense que les gens en interne seraient mieux placés pour moi, mais de ce que moi j'ai vu, entendu avec les proches de la boîte avec lesquels j'ai pu discuter, la boîte, ils ont pas su en bénéficier au maximum. Mais je dis au maximum, ils ont beaucoup, ils ont plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs, je pense. Ouais, 40 millions. Près de 40 millions. Moi, j'ai lu 40. Voilà, donc tout est relatif. Ils ont pas devenu TikTok. En fait, le reproche global de BeReal, c'est que ça n'est pas devenu TikTok. Donc en fait, on part sur le principe du fait qu'en fait, soit tu deviens le nouvelle addiction de la prochaine génération, qui doit être banni aux États-Unis parce que t'es pas américain, soit t'as échoué. Et donc c'est monté très très vite et oui, c'est ça, la base utilisateur n'a pas progressé, mais en même temps, s'ils ont atteint 40 millions, comme tu dis Stéphanie, il y avait de quoi aussi monétiser et de continuer à vivre, mais je pense aussi qu'il y avait une problématique de monétisation. Je me rappelle que j'avais parlé avec certains de leurs investisseurs qui me disaient, tu sais Carlos, quand tu es sur une cible d'ado, de Gen Alpha ou de Gen Z, c'est très très difficile de monétiser. Donc c'était plutôt capital intensive, et puis en plus c'était des photos, donc il faut les héberger en termes d'infrastructure. Je pense que ça devait coûter cher. Donc la base était quand même et toujours d'ailleurs bien installée. Elle progresse. Et le marché a évolué. Ce que des gens recherchent, voilà. Je suis pas sûr qu'ils auraient eu un meilleur deal par des VC. Un Facebook se lancerait maintenant, ça serait beaucoup plus difficile pour lui d'atteindre la taille qu'il a. Maintenant, il y a une telle compétition sur l'attention. On a tous, en fait, tellement d'applications, tellement d'attention. À l'époque, quand Facebook s'est lancé, il n'y avait pas ça. Donc, c'était beaucoup plus facile, en fait, avec les mêmes grosses techniques, etc., les techniques de croissance, en fait, de growth hacking, d'aller au-delà, en fait, de dépasser, d'augmenter ta curve. Mais mine de rien, la France a une belle histoire avec des tentatives de créer des consumer mobile sur les réseaux sociaux. Tu vois, BeReal n'est ni le premier ni le dernier. On peut clairement parler de Zenly qui a été racheté pour 200 à 300 millions par Snapchat et maintenant Antoine Martin. Ce qui est moins que BeReal, actuellement. Ce qui est moins que BeReal et clairement ça a été un succès à l'époque.
À l'époque, tout le monde a dit Snap achète Zenly, c'est formidable. Bah oui. Ils vont déployer. D'ailleurs, je pense que la carte qu'il y a dans Zenly aujourd'hui, ils ont la même fonctionnalité. C'est ça. dans Snapchat, Snap. toute la fonctionnalité. Elle est héritée carte, de l'acquisition de Zenly. Ouais, exactement. Ouais. Et aussi, donc il y a cette côté-là. Il y avait une tentative de faire un truc du style Musical.ly qui est devenu TikTok à l'époque aussi, Mindy. Ça s'appelait à l'époque, qui était vraiment identique. Je me souviens en 2012-2013 de l'avoir testé, mais on n'avait pas les connaissances à Paris pour s'entourer des fondateurs qui avaient des visions avec des bonnes gens. Maintenant, on commence à les avoir. Donc c'est énorme que un boîte qui fait des jeux vidéo déjà, donc consumer gratuit sur mobile, puisse en acheter un autre. Bien sûr, on a aussi Gameloft, Ubisoft, donc on a une histoire en France avec ça. Mais il y a aussi tout un écosystème d'investisseurs, d'advisors. Si tu parles avec les gens qui sont dans le milieu consumer, c'est un très bon résultat parce que ça aurait pu être beaucoup pire. Ça aurait pu être pire. Ça fait déjà quelques mois que les investisseurs de BeReal essayaient de revendre la boîte parce qu'en fait ce manque de croissance et surtout ce manque de monétisation faisait qu'ils n'arrivaient pas à relever de l'argent. Et puis aussi, il faut dire que la période, elle a changé. On est passé en 2024, c'est plus la même chanson quand tu lèves de l'argent aujourd'hui que ça ne l'était en 2020, 2022, où là, c'était l'euphorie totale. BeReal, ils ont levé 85 millions d'euros a priori. Donc, moi, ce qu'il faut que vous m'expliquiez, c'est Voodoo, c'est génial, c'est une boîte incroyable qui fait du gaming, du mobile game, du casual mobile gaming. Mais pourquoi Voodoo, en fait, rachète BeReal? Je pense qu'il y a plusieurs trucs. Un, ils ont déjà essayé de lancer leurs propres réseaux sociaux, donc ils ont déjà fait des tentatives en dehors des jeux vidéo qui n'ont pas autant de succès que BeReal. Donc ça, c'est numéro un, c'est que c'est clairement, ça fait partie de leur stratégie. C'est ils ont travaillé un moteur pour d'une manière efficace capter l'attention sur mobile, que ça soit bien pour notre attention et nos enfants ou pas. Ils le font. Tu veux très dire que bien. les deux sont des sortes de vendeurs de fentanyl digital, quoi, en fait, quoi. C'est ça ce que tu es en train de nous expliquer. Moi, j'irai pas jusqu'au bout. Moi, j'irai pas jusqu'au bout, mais toi, t'irais encore plus loin. C'est mon rôle. Hein, je suis désolé. Moi, je suis la saucisse et vous êtes la purée, quoi, en fait, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quoi, en fait, quoi. Je suis prêt à faire des sacrifices, hein. Mais renoncer à ma saucisse purée, ça, jamais! Il faut se souvenir que ça serait pas le premier réseau social qui, après acquisition, devient beaucoup plus utilisé qu'avant. Instagram a été acheté pour bien sûr, tu as absolument raison. Pour que le double de BeReal. Ouais. Bon, il y a 10 ans, on peut dire peut-être c'était que le triple. Ok, voilà. Ouais. Disons 4 fois plus cher si on adapte pour être gentil. Alexandre Yazdi, quand il parle justement de cette acquisition, on sent quand même qu'il aimerait bien que les fondateurs restent, hein, et ça a pas l'air d'être d'actualité. Je pense pas qu'ils vont vouloir rester. Excuse-moi, je t'ai coupé, Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Non, je pense que je voulais revenir en fait sur pourquoi Voodoo a racheté BeReal. On va y arriver. Je pense qu'il y a énormément de complémentarité. Quand tu regardes ce qui se passe sur la monétisation vient sur le temps que tu passes sur l'app, beaucoup. Sur le modèle publicitaire. Et quand tu fais une application comme BeReal, le temps est peut-être, il y a une énorme rétention, mais il n'y a pas forcément un temps passé sur l'app qui est long. Ouais. Voilà. Ouais. Et par contre, quand tu fais du gaming, du casual gaming, tu passes beaucoup de temps. Donc là, il y a une bonne complémentarité pour le potentiel de monétisation. Et quand tu regardes ce qui se passe en ce moment sur le New York Times, par exemple, qui fait beaucoup plus de revenus grâce à ces jeux, casual games, hein. Les jeux casual en français. Alors, excusez-moi, je suis attends, là, je suis obligé de te couper. Ouais. Je suis obligé de te couper, tu le sais que tu vas y avoir droit. François le Français. C'est moi, François. Ah oui, pardon. François le Français. Oui, pardon. Je suis la France. Oui, pardon. Ensemble. Oui. Bleu, blanc, rouge. Je suis François le Français. François le Français. C'est moi, c'est François. Oh, j'ai envie de me foutre un truc dans le fion. Non. On essaye de faire une émission francophone pour parler de trucs anglophones. Je vous jure que c'est super compliqué. On n'est pas Silicon Purée. On n'est pas Silicon Purée. Bientôt, on sera Silicon Purée. Alors, bon, bref. Continue. Donc, qu'est-ce que je veux dire? LinkedIn, qui a annoncé et qui commence à déployer des jeux sur LinkedIn. Ah bon? Pourquoi?
dépasser du temps. C'est la même stratégie que le New York Times. Il y a des jeux sur LinkedIn. Oui, il y a des jeux sur LinkedIn. Oh LinkedIn my God. évolue énormément, devient un réseau social. Il faut passer du temps. Ça, d'accord. Tu ok. passes pas assez de temps sur LinkedIn. C'est Si, notre si, je passe jeu du temps sur que rajouter des gens que tu connais pas en amis et essayer de c'est faire un en sorte autre qu'ils jeu. acceptent. Ouais. C'est Il y a notre jeu. Parce que il y a ça, je le plusieurs joue jeux depuis qui des sont, années. Ouais, sur ça LinkedIn. fait un paquet d'années Ouais. qu'on joue à ça, quoi. Bah ouais. Et donc maintenant, il y a des jeux. Et je pense qu'en fait, Vodou a quelque chose de très je sais le jeu intéressant. qu'il y a sur LinkedIn. Il y a le jeu. Est-ce qu'il y a le jeu? Je me fais passer pour un expert en Ouais. changeant mes tags dans ma description, quoi, en fait, et en rajoutant un article, en traduisant un article en français que j'ai trouvé, un article en anglais. Ça, il y est ce jeu là aussi, quoi, en fait. Je sais pas. Ah, Non, celui-là, non, je mais connais. je sais. Le jeu, Je sais c'est plus. J'ai regardé, reprendre mais il y les a des jeux jeux. sur X qui sont sur son For You page et, Ah oui. et les remettre sur LinkedIn Aussi. aussi. Et les Ça, remettre c'est sur un très LinkedIn. bon jeu. Mais ça, c'est un jeu de copier-coller. Il faut être super Ouais. rapide. Ouais, Il faut ouais, être ouais. super Ouais. rapide. C'est Ouais. quand même. c'est quand même Et pas bilingue, bien. et bilingue, et bilingue. Et bilingue. Et bilingue. Voilà. Bon, bref. Mais voilà, c'est une vraie stratégie, en fait, de passer du temps. Le jeu, les gens passent de plus en plus de temps, en fait, à jouer. Et du coup, je pense qu'il y a une bonne complémentarité entre les deux. Alors justement sur le deal, je voulais revenir là-dessus, Liam, parce que tu as poussé un peu un coup de gueule dans ton post LinkedIn, puisque l'article des Échos, c'est un article français, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on a une boîte qui se vend 500 millions et t'as les Échos qui font un peu la fine bouche en disant c'est surtout gonflé par des bonus. En fait, c'est pas 500 millions, etc. Je voulais que tu réagisses par rapport à ça. Qu'est-ce qui oui, c'est vrai, c'est pas 500 millions en cash, hein, on est d'accord. Mais so what, quoi. Qu'est-ce que toi tu Pour dis moi, je suis Ouais. désolé, mais Ouais. c'était la même raison pour laquelle j'ai commencé Rude Baguette à l'époque. C'est il manque une maturité sur la compréhension de l'économie dans le média français. Bon, Et l'économie de la tech ou de l'économie en général? Déjà l'économie en général. Moi, Ok. j'écoute le New York Times audio tous les jours Mhm. parce que c'est là où je peux avoir un info clair et net. Bon, biaisé peut-être. Est-ce que je devrais aller aussi écouter Wall Street Journal? Voilà, Tu j'assume devrais. mon choix. Mais Ça, c'est aller ton côté chercher woke. aller chercher l'équivalent en France, qu'est-ce que Y je a vais pas. écouter? Je vais écouter BFM. Ils vont dire que aujourd'hui le CAC 40 a un hausse de 3%, comme si c'est une analyse économique Ouais. d'expliquer un chart. Donc, il manque il a toujours manqué une maturité. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'en fait, On traite les entrepreneurs de pépites. Ce mot, C'est horrible, c'est avec horrible. leur projet, Ouais, ils sont bien gentils. c'est tellement péjoratif Ouais. quand on Avec explique. leur petit Avant- projet avant, à la con, ils voilà. sont petits. Ouais. Et quand il y a une vente de 500 millions sur un marché français d'un acteur français par un autre acteur français qui va peut-être effectivement permettre de fabriquer encore quelque chose de plus grand, ils font la fine bouche, ils disent ouais mais en fait pourquoi? Parce que c'est caché et qu'ils veulent expliquer qu'en fait il y a pas tant C'est d'argent que caché, ça. Qui perd dans Il y a aucune toujours- acquisition. Est-ce Ouais. que quelqu'un a expliqué toujours toutes comme les ça. clauses de la buyout, de Mais non, earn-out? bien sûr. Ça veut dire que la boîte, ça veut dire que Voodoo est prêt à payer jusqu'à, et peut-être encore plus, 500 millions sur la boîte. C'est ça qu'il faut retenir. Je pense que ça, c'est la bonne lecture. C'est-à-dire, peu importe combien ils ont payé aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, ils sont prêts à payer jusqu'à 500 millions si les objectifs sont atteints. Donc, en gros, félicitations, Be Real, c'est ça ce qu'il faut dire. En fait. Et félicitations Et Voodoo. Vodou. Et félicitations Voodoo, effectivement, félicitations C'est Be énorme. Real, et félicitations aux investisseurs qui ont cru en Be Et Real. ouais, Et bien comme évidemment. s'il avait besoin que quelqu'un lui dise qu'il est génial. Félicitations Jean de la Roche-Brochard. Exactement, Voilà. qui a cru dans ce projet, pas tout de suite, hein, d'ailleurs, il a Non. fallu 2 ou 3 fois, qu'en fait, mais quand il a compris et parce que il a la vista, hein, le père Jean, on le connaît bien dans Silicon Carnet. Donc félicitations à vous tous. On est fiers de vous, Be Real. Bravo Voodoo, c'est une boîte absolument géniale. Et puis félicitations aux investisseurs qui ont encore le courage d'investir dans des boîtes de B2C et de consumer. Comme je le disais dans le sommaire, il y a de l'eau dans le gaz entre Microsoft et OpenAI. Le partenariat, il semble, il est toujours là, il est bien solide, mais il semble pas aussi solide et prometteur que il y a encore quelques mois. En tout cas, les deux sociétés traversent une zone de turbulence. Il y a visiblement plusieurs points de friction qui émergent entre les deux géants de la tech, hein, puisque maintenant OpenAI c'est un véritable géant. Je sais pas si vous avez vu quoi. Ils ont annoncé un chiffre d'affaires de 3 milliards pour une boîte qui a commercialisé son produit il y a quoi,
il y a un peu plus d'1 an, quoi, en fait. 18 mois, peut-être. 2022, quoi, en fait. À peine 2 ans. Fin d'événement 3. C'était octobre 2022, je crois, quoi, en fait. Ah, donc, voilà, quoi, en fait. Donc, c'est assez Pourquoi est-ce que, Stéphanie, ce partenariat, il est compliqué? On a l'impression que, sur le papier, il était déjà, un petit peu planqué, on savait pas trop où est-ce que Microsoft avait investi. Et puis là, on a l'impression que les choses se compliquent de plus en plus. Je pense que d'avoir Microsoft, qui est comme un géant, d'être dépendant en fait sur une techno aussi critique pour son avenir, c'est risqué. La dépendance en fait d'un seul acteur, c'est risqué. Donc c'est important pour eux de se sortir en fait de cette dépendance et de créer d'autres options. Mais on rappelle que Microsoft a investi 13 milliards de dollars. Alors là aussi, c'est un peu comme ce qu'on venait de dire sur BeReal. Il y a des gens qui disent oui, mais ils ont pas investi 13 milliards en cash. On s'en fout. Il y a effectivement du crédit d'infrastructure, etc. Mais c'est une valeur de 13 milliards de dollars qui a été investi dans OpenAI. Il y a aucune startup qui a accès à 13 milliards de crédits Azure de connaissance. Hein. Non, ça c'est clair. C'est quand même un chiffre fou. Absolument peu importe comment tu le coupes. Absolument. Et on sait que ça coûte beaucoup d'argent effectivement l'infrastructure et faire tourner ChatGPT. Donc je pense qu'il devait être soulagé le père Sam Altman quand il a eu ces crédits là sur la plateforme Azure, parce que sinon ChatGPT sans ça n'aurait jamais vu le jour, quoi. Ils n'étaient pas en capacité de financer les coûts d'infrastructure qui sont absolument colossaux. Non, et puis c'était aussi une opportunité pour eux, pour OpenAI. En fait, c'était un win-win au début, puisque eux, ça leur permet d'accéder au marché de l'entreprise. Azure est quand même très très bien placé sur tout ce qui est SMB et entreprise de manière générale, aux États-Unis et ailleurs. Donc ça permet tout de suite, en fait, ils sont forts dans le ChatGPT et en direct, ils vendent l'offre consommateur, mais ils avaient un accès comme ça, en fait, à une offre entreprise. Maintenant, le temps a passé. Donc, on devient sur une relation plus mature où les deux ont besoin, en fait, d'un peu plus d'indépendance. Et Microsoft a besoin de développer ses propres langages modèles pour être indépendant d'OpenAI et sûrement pour réduire un petit peu ses coûts, parce que c'est pas gratuit quand même d'utiliser OpenAI. Et ensuite, OpenAI a peut-être d'autres envies, en fait, de Sam Altman est quand même quelqu'un qui a une volonté de contrôle assez important, oui, et de dépendre trop de Microsoft. Pour lui, je pense que dans sa stratégie, il veut passer outre de Microsoft aussi. Mais on va revenir là-dessus après. Mais est-ce que c'est Liam une sorte de mariage de la carpe et du lapin, c'est-à-dire que ce sont deux sociétés qui se sont alliées parce qu'elles avaient des intérêts, mais finalement des intérêts qui étaient assez divergents, et que 2 mm, ça arrive souvent, même quand on s'associe avec des associés, 2 mm d'écart au début, ça fait des kilomètres à la fin, et qu'on commence à voir là, au fur et à mesure que ces sociétés avancent, et elles avancent très 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 vite, on commence à voir un petit peu l'écart dans la vision. Comme le dit Stéphanie, un Sam Altman qui lui est omnibulé par la General Intelligence, donc une approche beaucoup plus humaniste, et un Microsoft qui reste quand même droit dans ses bottes, dans ce qui fait la force de Microsoft, c'est-à-dire que c'est des solutions enterprise où il faut vendre du software à du business. J'ai pas envie d'aller trop contre le courant, mais bon, ça semble être le mode du jour. Mais moi, quand je regarde cette relation, je regarde beaucoup les derniers épisodes avec entre OpenAI, Sam Altman qui n'était pas CEO, et il faut savoir que qui était là pour faire en sorte que Microsoft gagne, peu importe le résultat, c'était Satya Nadella. Donc j'ai un peu du mal à concevoir cette idée que Microsoft est précaire et ils ont peur, ou ils essaient de changer les termes, ou ils ont pas anticipé. Satya Nadella, il a fait tous les bons coups l'année dernière quand Sam Altman était sorti, mais à 30 minutes de tu vois, c'était un vendredi. Ça s'est joué à rien du tout, ouais, c'est effectivement. Et il a pas fait une fausse note. Ouais. Voilà, en fausse note. C'était vraiment, franchement, j'avais envie d'applaudir le mec tout seul. On avait fait un épisode là-dessus où on parlait de la main invisible de Satya Nadella, qu'en fait derrière cet épisode, quand ça c'était il y a 6 mois. C'était donc, il y a 6 mois. De me dire que Satya Nadella, le CEO de un des boîtes les plus puissants du monde, si ce n'est pas le boîte le plus puissant du monde, même si c'est pas le plus valorisé aujourd'hui, je pense que ça reste le boîte le plus puissant. Il y a quelque chose d'important qui est arrivé quand même depuis.
Ils ont embauché Suleiman. Bien Ils ont sûr. créé en fait une concurrence en AI. interne à OpenAI, oui. en fait. Ouais. Oui, mais il y a aussi les parties, il fait SSI, donc je pense franchement, s'il faille de leur relation, parce que ça tient que à la relation entre Sam et Satya. Ça, je suis persuadé que c'est Moi, je pense qu'en là fait, où ça passe. on est dans un monde où il y a des situationships. Alors, je sais pas du tout comment ça se traduit, mais Moi les non plus. gamins, les gamins, quand ils datent juste à un moment dans une soirée. Il y a une situation où tu vas commencer à sortir avec quelqu'un. Et puis, bah, la soirée s'arrête. Bah, c'est Cette comme si ça avait situation jamais n'existe existé, plus, quoi, en fait. Ouais, donc, il y a ouais. plus de relation. On appelle ça un plan cul, hein. Non. Oui, ça existait. Hein. Ça s'appelait un plan cul, effectivement. On en parlait pas de situation, mais Oui, mais un plan cul, c'est peut-être. Mais bon, bref, c'est un vrai truc. Et je pense qu'en fait, on est peut-être dans le business. Il y a cette notion de situationship qui est en train d'arriver aussi. Où à un moment donné, c'était parfait pour Microsoft et OpenAI d'être dans cette relation. une que sorte maintenant, d'alignement des astres. à un L'alignement, certain parce moment. que Ouais. ça permet de démarrer des choses. Ça permettait à OpenAI d'être encore plus grand, d'avoir accès, comme tu dis, en fait, au cloud computing, à beaucoup de choses. Mais maintenant, bah, c'est moins l'alignement des étoiles. C'est pas mal s'ils font autre chose. Alors, je te propose une autre lecture. J'entends ce que tu dis. Moi, je pense que je suis plus d'accord avec Liam quand il dit que Satya Nadella, c'est pas un mec qui fait des situations, tu vois, ship. Hein, quoi, tu vois, je pense c'est des joueurs d'échecs qui ont 5 coups d'avance. Et c'est pas je pense qu'il y a eu du situationship du côté de OpenAI, c'est certain, parce que je rappelle qu'à l'époque ils sortaient de leur relation tumultueuse avec Elon Musk, qui était le grand financier de OpenAI, et que la relation avec Elon Musk à ce moment-là était en train de se détériorer, et qu'il fallait trouver un substitut financier à Elon Musk qui finançait OpenAI depuis le départ, et qu'ils ont certainement sauté sur l'occasion de Microsoft. Mais moi, j'ai envie de faire une autre lecture. Je pense que effectivement, il y a Suleiman qui vient d'arriver chez Microsoft, hein, et que la réticence elle vient surtout de l'interne. C'est-à-dire que Satya Nadella aussi, il a des vrais objectifs chez Microsoft en interne, et que donc il y a de la compétition, et que les mecs se disent non mais attendez, on veut montrer aussi au boss que nous aussi on est capable de faire des choses. C'est ce que tu dis, Stéphanie. Et je pense que Satya, loin d'être un con, se dit je vais créer la compétition entre OpenAI et mes équipes en interne, parce que je suis gagnant sur les deux tableaux. Peu importe qui gagne à la fin, est-ce que que ce soit OpenAI ou que ce soit mes équipes en interne, de toute façon, c'est moi qui remporte le gros lot à la fin, puisque j'ai les deux cartons de bingo, quoi, en fait. C'est du de-risk. Ouais, C'est divide to conquer. Et ça, c'est quelque chose que le média français aurait eu du mal à expliquer parce qu'ils ont une immaturité, ils manquent de la maturité sur l'économie. Bref. Enfin, Les médias français, écoutez Silicon Carnet, comme ça, Voilà. on dirait moins Le seul média francophone qui arrive vraiment à digérer l'économie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'OpenAI commence à développer ses propres solutions enterprise. Il commence à les vendre. Et là, c'est formidable de voir qu'en fait, les équipes de Microsoft rentrent en concurrence avec OpenAI, même sur un plan business. Et ben, ils signent des deals, les cocos. Il y a eu un deal de signer, on en a parlé avec PwC, PricewaterhouseCoopers. Mais il y a aussi un autre deal qui vient d'être signé avec Moderna. C'est quand même pas des petits deals, hein, quoi, en fait, avec quand ils ont annoncé le chiffre d'affaires là, qui vient d'être annoncé, où ils avaient atteint un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars. Je montre d'ailleurs ici la progression du chiffre d'affaires. C'est assez hallucinant, quoi, en fait, cette progression du chiffre d'affaires. Moi, je serais curieux de savoir quelle est la part d'enterprise, en fait, dans ce chiffre d'affaires-là, et quelle est la part de consumer. Il est énorme. Toi, tu penses qu'elle est grosse, hein? Le part de revenu qui doit être enterprise, minimum 30. C'est-à-dire 30%? Minimum 30%. Ah. Minimum. Ouais. Tu prends Klarna, PwC, Moderna, c'est des énormes contrats. Maintenant qu'on connaît le revenu, c'est intéressant de regarder OpenAI, puisque maintenant qu'on connaît le revenu, bon, même si ces chiffres sont pas officiels, on regarde la valorisation qui est de 87 milliards aujourd'hui de dollars. Ça veut dire que OpenAI est valorisé 25 fois son revenu. Effectivement, pour concourir à ce que dit Liam, pour être valorisé 25 fois son revenu, il faut que tu aies de l'enterprise deal dedans, parce que le revenu de l'enterprise deal est beaucoup plus valorisable que du revenu de consumer. Et donc, je pense qu'effectivement, et je faisais un calcul, ils sont 800 chez OpenAI.
3,4 milliards de dollars, ça veut dire que il peut pas recruter aussi vite. Hein. il n'arrive pas à recruter, mais ça veut dire 4 250 000 dollars par personne. C'est beaucoup. C'est colossal. Attention, le chiffre de 3,4 milliards, c'était annualisé. Donc, ils ont pris le dernier revenu de l'année, le plus gros, et l'ont multiplié par 12. Donc, on n'est pas exactement ça, mais ça montre la tendance, ça montre la valeur. C'est 200% de plus que d'il y a 6 mois, quoi. En fait, il y a une croissance aussi qui est absolument colossale. Sur la partie consumer, ils font du revenu, ça c'est évident, mais je vous montre ces deux graphiques qui sont très intéressants. Le trafic de OpenAI aux US, il est toujours très élevé, mais il est en baisse. Il baisse de 25%. Donc il y a une sorte de petite fatigue en fait. Peut-être aussi qu'il y a d'autres offres que ChatGPT disponibles, en tout cas aux États-Unis. Et quand on regarde le trafic en dehors des États-Unis, par contre, la croissance est pleine bourre. Donc je pense qu'il quand même, après, reste à savoir s'ils arrivent à vendre ChatGPT 4 à $20. Et c'est peut-être ça aussi l'origine du deal avec Apple, quoi. En fait, c'est d'accélérer, quoi, en fait, cette diffusion en fait du produit et cette distribution du produit. Visiblement, on en sait un peu plus. On en parlait la semaine dernière de savoir. Je posais la question d'ailleurs à Vincent de Google, qui payait dans le deal entre OpenAI et Apple. Et apparemment, les rumeurs disent que personne ne paye. Ni Apple ne paye à OpenAI. OpenAI, donc c'est le deal. Il y avait, je le disais, c'est ça l'innovation. C'est un Super Bowl, c'est un halftime Super Bowl deal, en fait. C'est-à-dire que c'est cet artiste qui vient faire le show halftime, il est jamais payé, quoi, en fait. Mais c'est le show. Et c'est le show. Ouais. Bah ouais, égal en royalties. Ouais. Je ne vois aujourd'hui aucun scénario où Microsoft est perdant. Non, il y a pas de scénario perdant. On peut concevoir des scénarios où OpenAI est commoditisé par l'open source mais je ne vois aucun scénario, même avec ma boîte aujourd'hui, nous on est clairement chez Azure. C'était évident de commencer. Tu disais ça il y a 5 ans, t'étais fou. Non, t'étais pas fou, t'étais ringard. Oui, ou vieux jeu, tu vois. Ouais, c'est ça, ringard. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, Liam, justement, tu parles de ta boîte, parlons-en. Waypoint.ai, ça fait quoi alors? C'est encore très early stage. Et donc tu te lances dans l'AI, pourquoi? Parce qu'il faut, de toute façon, il y a que ça. C'est quoi la motivation? C'est quoi le problème que vous essayez de régler? Et pourquoi tu as décidé de lancer une start-up? Déjà, quand j'ai arrêté Rue de Baguette en 2016, je me suis dit, je vais aller prendre des CDI dans des boîtes que j'adore. Tel Algolia, je me suis vite retrouvé à adorer les outils développeurs. J'ai failli bosser pour Stripe à un moment donné, mais je voulais pas me déplacer. Je voulais pas venir vivre en San Francisco. Ils avaient pas de présence à Paris. Liam, ça fait 3 fois que je te demande le deck pour investir. Je l'ai toujours pas reçu. Est-ce que tu penses que je vais le recevoir? Tu vas le recevoir. On est head down dans le product development. T'inquiète, ça va venir. Je promets. Non, je suis pas pressé, mais c'est simplement que ça me ferait chier de le louper, quoi, en fait. Donc si tu pouvais... je comprends. T'inquiète. Okay. T'as du temps. Tu le confirmes publiquement là, quoi, en fait. Voilà. Je confirme que je t'enverrai le deck. On parle de Musk, les actionnaires de Tesla ont voté, les investisseurs représentant 72% de ces actions ont approuvé le plan de rémunération de 46 milliards de dollars de Elon Musk avec 72% des voix. Donc, même Vanguard, qui est le plus grand investisseur, je sais pas pourquoi je fais une liaison, qui est le plus grand investisseur institutionnel de Tesla et qui avait initialement voté contre en 2018, ben là, il vient de dire oui. Alors, ce vote, il exclut les votes de Musk, du board, de son frère, puisque je rappelle que son frère Kimball est membre du conseil d'administration. Alors, vous allez me dire, c'est un vote en légère baisse par rapport à 2018 où le vote avait été favorable à 73% et cette fois à 72%. Non, mais c'est intéressant de voir quand même que enfin, quoi que fasse Elon Musk, les actionnaires suivent Elon Musk aveuglément. Ouais. C'est le plus grand meme stock. C'est énorme. Exactement. C'est un meme stock. Au moins, il est fidèle à lui-même. On peut pas lui reprocher. C'est pas comme s'il a dit non, fais-le, mais on va pas la passer au vote. Il a rejoué le jeu de dire vous pensez vraiment que les actionnaires ne veulent pas que j'ai ça? On va aller leur demander. Les gens d'aujourd'hui, même si c'était pas le jeu. Il a changé les règles et pas à son faveur.
Et il a dit, ils l'ont déjà dit que c'était OK parce que ils achètent. En 2018, ils ont déjà dit que c'était OK. Ouais. Et aussi, les gens continuent d'acheter des parts dans la boîte et voilà, et que ça croît. Donc clairement, tout le monde pensait que c'était le deal. Parce qu'ils le disent, et du coup tout le monde l'a revoté. Je trouve ça génial. Et c'est incroyable parce que je pense que enfin il y a beaucoup de gens et beaucoup d'observateurs qui pensaient que justement il allait se casser la gueule. En tout cas, que ça allait être approuvé bien évidemment par les actionnaires, mais pas dans les mêmes proportions que la première fois en 2018. Eh ben non, c'est exactement dans les mêmes proportions. On a dit que Musk était devenu un personnage odieux. On en a parlé, Stéphanie, des gens qui mettent des stickers sur leur Tesla parce qu'ils ont honte d'avoir acheté une Tesla depuis que Musk est devenu un connard. Et c'est vrai que le personnage est comme si le DG de Ford ou GM est pas un connard. C'est juste que c'est aussi des connards, mais là il le dit publiquement. Je pense qu'il y a une notion de rôle modèle, quoi. Tu dois quand même en fait responsable une responsabilité. De ce que tu dis, parce qu'il y a tellement de gens qui veulent être comme toi, et je pense que ça, moi, ça me dérange. Le personnage Musk, ce qu'il dit, qu'il soit comme ça en mode privé, ok. Et la plupart sont sûrement odieux ou disent des choses en mode privé, mais publiquement, t'as une responsabilité de ta plateforme. Il est pire, et ça je le sais. Il est pire en privé. Oui, c'est sûr, mais tout le monde le sait. Moi, je connais quelqu'un qui travaille avec lui. Quand il a repris Twitter, c'est l'horreur. La version publique qu'on a de Musk est une version modérée du personnage. Oh ouais, parce qu'il s'intéresse à son image. Ouais. Mais en privé, moi, on m'a parlé d'un repas entre milliardaires à Paris, entre Elon Musk et notre milliardaire à Paris. Xavier, si tu nous écoutes. Je dis pas ça, il y a plusieurs milliardaires. Il y en a d'autres, il y a d'autres. T'as Arnaud, Et le mec, c'est un total narcissiste. On demande à Elon, alors tes enfants, tu vois, le chit-chat de repas entre professionnels. Alors les enfants, et lui, fidèle à lui-même, rien à foutre de ses gamins. Il fait ça parce que c'est pour les bien-être, c'est pour la planète qu'il le fait, qui passe. Tu vois, il est fidèle, mais c'est un peu en one-on-one, c'est un peu chiant. Si t'es pas aussi narcissique que lui, c'est difficile de passer du temps. Non, mais il a un syndrome. Aux États-Unis, on aime bien en fait les milliardaires qui ont des syndromes. Comment t'appelles ça? Limite autistique, Asperger et tout ça, quoi. Oui, mais tous les Asperger sont pas des psychopathes comme lui, quoi, en fait, quoi. Non. Non. Il est pas psychopathe. Il est peut-être sociopathe, mais je pense pas qu'il est psychotique. Il est neuroatypical. En fait, pour rappeler l'histoire, la petite histoire, c'est que en 2018, quand Musk doit renégocier son package en fait chez Tesla, il va dire aux actionnaires et au board de Tesla, moi, j'ai pas besoin de salaire, je veux pas que vous me payiez, et je vous propose un deal qui est le suivant, c'est-à-dire que je veux à peu près 10% de la boîte. Si j'arrive à augmenter la valorisation en fait de Tesla au-dessus de $1 trillion. À l'époque, je crois que la valorisation de Tesla était aux alentours de 2 milliards de dollars ou un truc comme ça, ou quelque chose comme ça. Et donc tout le monde a rigolé et tout le monde s'est dit non mais de toute façon c'est impossible ce qu'il est en train de nous dire, quoi, en fait. Et d'ailleurs dans le deal il y avait le fait que s'il n'atteignait pas cet objectif-là, il perdait tout, quoi. C'est-à-dire que grosso modo c'était soit je réussis et vous me filez l'équivalent de 46 milliards ou presque 50 milliards de valeur qu'en fait dans la boîte, soit j'échoue, et à ce moment-là, c'était vraiment un all-in, quoi, en fait, comme on ferait au poker. Et c'est en cela qu'à l'époque, 73% des actionnaires, bien évidemment, se sont dit ce mec, si en 5 ans, il arrive à propulser Tesla à ce niveau de valorisation, on est tous riches, donc et on n'a rien à perdre parce que s'il échoue, de toute façon, ça va pas nous coûter d'argent. Il nous a coûté 0. Et donc tout le monde a signé à 73% en disant OK, vas-y Coco. Et guess what, il l'a fait, quoi, en fait. C'est-à-dire que la valorisation de la boîte est passée en l'espace de 5 ans, a dépassé $1 trillion pour atteindre même 1,7 trillion, quoi. En fait, il a complètement dépassé ses objectifs. Si aujourd'hui il voulait refaire signer un truc et il disait exactement la même chose, tout le monde re-signerait aussi. Tout le monde re-signerait, absolument. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que certains actionnaires ont dit que les termes du deal n'étaient pas complètement connus à l'époque
et que des choses avaient changé, notamment des petits actionnaires, et s'est emparé de l'affaire un juge du Delaware. Et là, c'est là que ça devient croustillant, c'est que le Delaware, c'est un État qui est très proche de Biden, puisque Biden a été le gouverneur en fait du Delaware pendant des années. Et c'est là qu'on se dit que est-ce que tout ça n'est pas piloté par l'administration Biden, puisqu'on sait aussi que Elon Musk et Joe Biden ne peuvent pas s'encadrer, ce sont les pires ennemis, et que Biden a dit on va faire la peau en fait à Elon Musk, et qu'il y a une véritable cabale. On avait d'ailleurs fait une émission à ce sujet-là pour parler de la cabale que dont Elon Musk était victime. Ce juge s'empare de cette plainte des actionnaires de quelques petits actionnaires de Tesla qui représentent une toute petite minorité, et casse le deal et dit à Elon Musk non, je suis désolé, ce deal n'est pas conforme à la juridiction du Delaware. Derrière ça, qu'est-ce que fait Elon Musk? Il dit OK, il n'y a pas de problème, il est furieux quand même, hein, on parle de 50 milliards, et il décide de faire voter au board et aux actionnaires, qui répondent favorablement d'ailleurs, de déplacer le siège de la société du Delaware vers le Texas, ce qu'il fera quelques mois après. Et effectivement, comme dit Liam, il reconvoque un vote des actionnaires qui n'a d'ailleurs légalement absolument aucun... ça change rien à la décision du juge du Delaware. Hein. Il n'est pas certain qu'il va toucher, mais c'est un élément de pression supplémentaire en fait pour l'appel qu'il va faire auprès du juge de Delaware en disant 72% des actionnaires de Tesla souhaitent me donner mon argent. Donc c'est juste un outil supplémentaire. Leur argent. Parce que c'est le leur. C'est souhaitent me donner leur argent. Ils auraient pu voter pour dire non, en fait, merci, mais le juge nous donne une cadeau de 50 milliards et on va bien la prendre. Et ils ont dit non, on est bien. C'est bon. Let's go. Et c'est intéressant ce que tu dis là. Alors effectivement, le cours de la bourse a réagi favorablement suite à ce vote, encore une fois, qui n'a absolument normalement aucune incidence sur le plan légal. C'était juste un élément de pression. Le cours de bourse a augmenté. Ça c'est assez intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi à observer là-dedans, c'est que certains actionnaires, et notamment il y a ce fonds de pension très intéressant qui s'appelle CalPERS, qui fait exactement ce que tu dis là, c'est-à-dire que c'est des gens qui initialement, je vous invite à écouter ce clip-là, avaient initialement voté oui pour le bonus et le package de Elon Musk, et qui aujourd'hui ont décidé de voter non. Et elle est interrogée par un journaliste de CNBC qui lui dit mais imaginez-vous si c'était à votre place quoi en fait, et que on vous a promis un bonus et que vous avez fait tous vos objectifs et que une fois que vous avez fait vos objectifs, on vous dit bah non, je suis désolé, tu vas pas toucher ton bonus. Je vous propose d'écouter cette interview qui est pas piquée des hannetons. So that is one of the proxy proposals that we will take a serious look at. The team is evaluating it. But as of today, minus the conversation that is yet to happen with Tesla, we would not be voting in favor of that proposal. We do not believe that the compensation is commensurate with the performance of the company. Did you vote for it in 2018? I believe we did vote for it in 2018. Okay, but this is about long-term value creation. But hold on. Okay. But do you believe you were duped in 2018? No. I believe we used the information we had available and made the best choice. Okay, so here's what I find so interesting about this particular choice. 73%, I believe, of the shareholders voted in favor of in 2018. A judge has said that shareholders were not informed properly. Right. If you talk to most shareholders, by the way, especially big shareholders, they say we were not duped. We understood completely what we were doing, and we were on board with this. Now that this opportunity has arrived on your doorstep, to actually rethink this, if you will. There's a view that, maybe we're not getting the value we thought we should. You thought you should get it, but he's worked, by the way, under the assumption that he was hitting the numbers and dealing with the contract. If I told you that you were being paid a certain amount of money in 2018, and then I called you and said, actually, you know what, we're not going to give you that money anymore, what would you do? Great question. I would go to my board. I would talk with my board. If this was truly a commitment that was made to Mr. Musk by his board, then they should follow through on that commitment. But for us, how can they follow through if they're non-binding proposals? So they could follow through. They have a choice to follow through on this proposal. So you believe that the board could still pay Elon Musk? I believe the board, minus the court issue. So I'm not factoring in the court issue on this. But for us,
The reason we do the say on pay is that the company, long-term value creation of that company, it cannot be a spike in performance because we've seen spikes in performance at Tesla. This is about long-term value creation. And so if the board is supportive, and again, I'm not factoring in this court issue, most of these proposals are non-binding and the court or the board could make a decision to go ahead and pay. Curieux de savoir, toi, Liam, qui est américain, qui vient de la Silicon Valley, né à Palo Alto, et qui vit en France. Comment tu lis ça, quoi, en fait, toi, en tant que franco-américain avec cette double culture? Est-ce que ça te paraît indécent ou est-ce que tu comprends finalement qu'il y avait un deal is a deal, quoi, en fait, et que... Ouais, pour moi, c'est une question. Pour moi, la manière dont je le vois, c'est il faut respecter les règles du jeu. Et les règles du jeu aux États-Unis... Donc, t'es encore très américain, hein. Ouais, c'est vrai. Mais non, attends. Donc, je suis très américain dans ça, qui est le règle du jeu aux États-Unis, c'est tu peux tout gagner et tu peux tout perdre. Moi, j'ai vu des gens dans ma famille passer de millionnaire à SDF dans moins de 5 ans. Donc, et ça choque personne aux États-Unis. Ça choque que ça soit chez moi, alors vous allez bien, ok. Mais c'est normal, on l'entend depuis des décennies aux États-Unis, que des SDF à San Francisco, c'est des anciens fondateurs. Ça, je vous le dis, j'ai aucune source, mais ça choque personne quand je le dis. Tu dis, ouais, c'est tout à fait possible. T'es vraiment down in the dumps, tu passes devant encore un mec en train de faire du fentanyl et tu dis, fuck it, je vais tenter, boum. C'est comme ça que tu rejoins la masse. Mais, donc, il y a cette côté, mais il faut aussi respecter que les États-Unis, c'est win it all, lose it all. Donc, on peut pas reprocher les gens qui win it all. Ouais. On peut reprocher. C'est intéressant ce que tu veux dire. C'est que si on peut tout perdre et se retrouver dans la rue, alors on ne peut pas reprocher aux gens de tout gagner et de se retrouver on top of the hill, en fait. Aux États-Unis, on dit don't hate the player, hate the game. Donc, si t'aimes pas le système qui permet à Elon Musk d'exister, va voter. Va voter Biden, quoi, du coup. Votez Bernie Sanders si vous aimez pas le système. Biden, ça c'est autre chose. Mais votez Mélenchon, votez ce que vous voulez si vous voulez vraiment. Oscario Cortez, par exemple. Comme ça. J'aime pas l'idée de dire le système est génial, mais lui il a triché. Bah non, il joue le jeu, il a gagné. C'est si vous aimez pas, changez le jeu ou faites comme tous les trois on a fait. Changer de système. Ou changer de pays. Choisis le pays. Et je sais que je dis ça avec une énorme chance de faire partie des immigrants qui l'ont fait par choix et non pas par nécessité. Mais si t'es aux États-Unis, t'as le choix parce que tu viens d'un pays où en fait tu peux migrer où tu veux et tu vas être le bienvenu. Si t'aimes pas le système, change de pays. Si t'aimes pas la France, vous pouvez vivre sans visa partout en Europe où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de déclarer quelque chose. Alors ça risque de devenir une urgence dans les quelques semaines qui viennent pour certains. Effectivement, tu fais bien de nous le rappeler qu'effectivement il est temps de dépoussiérer peut-être les valises. Stéphanie, ton point de vue c'est deux visions du monde. C'est deux visions du monde. En France, on a la sécurité, on a l'État doit s'occuper de toi. Et c'est attendu en fait par un Français que l'État est toujours là pour toi. C'est le chômage, c'est la sécurité sociale, la santé, etc. Aux États-Unis, c'est chacun pour soi, grosso modo, pour sa communauté et pour soi. Mais c'est the land of opportunities. Ici, tu peux vraiment en fait construire des fortunes, self-made man. C'est pour ça que les gens viennent aux États-Unis. Il y a plus d'opportunités, c'est plus fluide. Et tu t'attends pas en fait que tout te tombe dessus, te tombe. Comme ça vient sur toi. C'est juste ton travail. Et tu as la capacité de changer ton futur. En France aussi, mais un peu moins, parce que t'es limité. Et surtout, tellement de gens attendent que tout leur tombe dessus. Tout leur arrive, en fait, leur tombe dans les mains, en fait, comment tu dis en français. Mais du coup, c'est deux philosophies différentes et toucher, comme tu dis, Liam, toucher en fait à cette capacité de créer ta propre fortune, de travailler pour créer en fait ton succès.
changer ça, et c'est comme ça quand on est entrepreneur, comme ça qu'on est rémunéré. T'es mal payé quand tu montes une start-up, t'es très mal payé pendant des années, voire pas payé. Sauf si t'es en France, hein. Moi, je reçois mon chèque tous les mois de France Travail, hein. Et bien sûr, c'est le principal business angel en France, en fait. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et alors que, tu vis sur le futur, tu vis sur cette opportunité d'avoir que tes stocks. Et ça on revient sur le débat, te rappelles, Carlos, le débat avec Pierre et Kevin sur le CEO de Reddit. Bien sûr, oui, voilà. J'avais traité Pierre de communiste. Communiste. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Stéphanie, c'est que effectivement, il y a la remise en cause de ce modèle ultra-capitaliste aux États-Unis et que ça se cristallise justement dans le combat entre Trump et Biden. Et on voit en ce moment que la Silicon Valley est en train de pencher du côté de Trump. Il y a beaucoup de fundraising qui sont organisés aujourd'hui dans la Silicon Valley et que les investisseurs sont en train de financer de plus en plus le camp de Trump de plus en plus, parce qu'il y a cette peur en ce moment de se dire que peut-être que l'administration Biden est en train d'aller trop loin, quoi, en fait. C'est-à-dire on voit les dossiers qu'ils ont compilés, qu'ils ont l'un après l'autre aller essayer de séparer Google, séparer Meta, et c'est même pas clair quelle est leur stratégie à part tailler, tu vois, donner un claque à la tech. Et donc c'est normal. C'est très facile en Californie. Là, je dis ça de 30 ans d'expérience ou au moins 21 ans d'expérience en Californie. C'est très facile d'être socialiste dans une bull market. Ouais. Quand tout va bien. Un bull market, c'est quand tout va bien, quoi, en fait. Voilà. Quand tout va bien, champagne socialist, fair weather fans, comme on dit en anglais. Je pense qu'en fait, normalement, la solution devrait être dans la voie du milieu. Mais maintenant, on est dans des sociétés. Et partout, il y a plus de voie du milieu, c'est toujours des extrémismes. Il y a un voie du milieu, il s'appelle Macron. En France, il en reste une, quoi, en fait. Ici, il y en a pas vraiment. Et c'est vraiment ici, si tu peux pas te dire que le fait que j'ai vu, il y a ce nouveau terme Magnificent Seven, deviennent les GAFAM, deviennent en fait les contrôlent toutes nos vies, parce que on va vers ça en fait dans le futur. Ouais. Tu peux en tant que concentration de capital. Voilà, ça c'est très dangereux. Donc Trump va quand même accélérer ça, Biden va essayer de d'éliminer, mais la manière de Biden de le faire n'est pas la bonne non plus. C'est extrémiste, c'est dans tout, et là typiquement tout le monde s'offuse. Pourquoi tout le monde rejoint Trump dans la tech et le fundraising est arrivé au bon moment? C'est que la SEC avait trouvé un framework pour faire des sociétés en crypto. La crypto a été enfin régulée, et Biden les House avaient voté, tout était passé. Et Biden a de lui-même, par décret, dit non, on ne le fait pas. Et là, en fait, tu te dis, c'est une opportunité, en fait, de fortune, d'opportunité pour un ensemble de monde et ces milliardaires, millionnaires américains de la tech, qui part, mais qui est aussi pour nous, quoi. Je sais pas, toi et moi, on pourrait monter des boîtes à blockchain et participer dans cette opportunité. Et là, tout d'un coup, il y a plus rien. Et ça, c'est là que mais il y a un problème de méthode, chez Biden, effectivement, qui, je pense, est de façon différente la même chose chez Macron. C'est-à-dire qu'il y a un problème de méthode aussi chez Macron. C'est-à-dire que, effectivement, la voie du centre est certainement la bonne, politiquement, mais ce que Macron est en train de payer, c'est pas ses résultats, qui sont d'ailleurs plutôt bons économiquement. Tout va plutôt bien, quoi, en fait, économiquement. Bon, il y a, à part le déficit, quoi, budgétaire, mais bon, ça, c'est Bruno Le Maire. Ce qu'il paye véritablement, c'est la méthode. C'est-à-dire que les Français peuvent pas le voir. Maintenant, il y avait un Américain qui me disait quelque chose de très intéressant l'autre jour. Il me disait, en fait, en France, vous ne votez pas pour un président, vous votez pour une piñata. C'est-à-dire que vous pouvez voter pour quelqu'un sur lequel vous voulez taper le plus fort possible en espérant qu'il y a des bonbons qui tombent. Et je trouvais l'image assez formidable. Et effectivement, Macron est devenu la piñata. Et on revient sur cette notion d'assistanat, parce que les bonbons qui tombent, c'est l'assistanat. Tu veux extraire plus de l'État. En tapant sur la gueule du président. Dernier mot d'ailleurs en parlant des élections. Allez voter. Votez qui vous voulez, mais allez voter, c'est super important. Et les Américains, vous pouvez voter par Internet. Et ça, ceux qui sont aux États-Unis, qu'en fait, les Français à l'étranger peuvent voter par Internet. C'est hyper facile à faire. Donc, votez par Internet, votez en France. Et votez ce que vous voulez, peu importe. Non, votez. Allez voter. Il faut voter. Il faut que ça représente le peuple et pas ceux qui sont en colère ou pas. Et ça peut aussi. Il y a pas de bonne. Il
il y a pas de mauvais choix. Non, il n'y a pas de mauvais choix. On a un système génial en France, qui est quand même un système de 2 tours. Donc, premier tour, tu votes tes croyances, et deuxième tour, tu votes pour éviter le peine. Plus rationnellement, quoi, en fait, voilà. Effectivement. Voilà. Et donc, effectivement, je pense que le premier tour, il faut voter en son nom et conscience, manifester effectivement son opinion au premier tour, et ensuite le deuxième tour est un deuxième tour. On se retrouvera d'ailleurs après le deuxième tour, pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Allez, on vous embrasse. Hasta luego, amigos. Hasta luego.